Le mystère des messages fantômes. Chapitre 1. Le passé refait surface. L'été pesait lourd sur Paris, étouffant chaque recoin de la ville sous une chaleur accablante. Dans son petit appartement du 12e arrondissement, l'ancien inspecteur de police André Morel regardait la lumière du soleil filtrer à travers les rideaux jaunis. Le tic-tac de l'horloge murale semblait s'étirer à l'infini, chaque seconde marquant le rythme d'une existence devenue trop calme pour lui. La retraite n'avait rien de glorieux pour cet homme qui avait passé sa vie à pourchasser les criminels et à résoudre les énigmes les plus complexes. S'il était sorti avec les honneurs, une affaire en particulier ne cessait de le hanter: le braquage de la Banque royale. Un coup magistral commis 5 ans auparavant qui avait laissé la police parisienne dans une confusion totale. Plus de 10 millions d'euros disparus en une nuit, sans aucune trace sérieuse permettant d'identifier les responsables. C'était une affaire qui avait marqué la carrière de Morel, non pas parce qu'il avait échoué, mais parce que tout était resté flou. Les coupables n'avaient jamais été retrouvés. Les indices n'avaient mené à rien de concret. Et pire encore, un des braqueurs, Thomas le renard Delcourt, supposé avoir péri lors de la fuite, n'avait jamais été formellement identifié. Un corps n'avait jamais été retrouvé, seulement du sang sur le lieu de l'accident. L'affaire avait été classée, mais Morel, lui, ne l'avait jamais véritablement oublié. Ce matin-là, alors qu'il buvait un café tiède dans un silence presque pesant, un bruit subtil interrompit sa routine. Une enveloppe blanche venait d'être glissée sous sa porte. Morel fronça les sourcils en se levant pour la ramasser. Aucune adresse, aucun timbre, juste son nom inscrit à la main avec une écriture soignée. Intrigué, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un message court mais mystérieux. Il est encore temps de résoudre le mystère. Ouvre les yeux. Tout est sous ton nez. Le cœur de Morel s'emballa légèrement. Ce n'était pas une simple lettre. C'était un appel. Un retour à cette affaire qu'il pensait enfouie sous des tonnes de dossiers classés. Qui pouvait bien lui envoyer cela après tant d'années? Et surtout, pourquoi maintenant? Il tenta de se remémorer toutes les personnes qu'il avait interrogées à l'époque du braquage. Était-ce une mauvaise plaisanterie? Un vieux complice cherchant à raviver de mauvais souvenirs? Sans perdre une minute, il décrocha son téléphone et appela son ancien collègue, le capitaine Jules Martin. Toujours en service à la brigade criminelle, Martin avait suivi Morel dans plusieurs de ses enquêtes les plus complexes. Le téléphone sonna quelques fois avant que la voix rauque de Martin réponde. Martin. Jules, c'est Morel. Je crois que quelque chose se prépare. Tu te souviens du braquage de la Banque royale? Un silence de l'autre côté de la ligne avant que Martin ne réponde, méfiant. Bien sûr que je m'en souviens. Pourquoi tu m'en parles après tout ce temps? Morel lui expliqua le message qu'il venait de recevoir. Martin était sceptique, mais il savait que Morel n'était pas homme à être facilement troublé par des coïncidences. Il se donnait un rendez-vous au commissariat pour éplucher les dossiers de l'époque. Quelques heures plus tard, les deux hommes étaient assis dans une petite salle d'archives poussiéreuse, les dossiers éparpillés devant eux. Tu es sûr que ça a un lien avec Delcourt? Demanda Martin en feuilletant un rapport d'interrogatoire. Morel haussa les épaules. Ce n'est pas encore clair, mais quelque chose me dit qu'il y a plus derrière cette lettre. Et je ne suis pas le seul à avoir reçu un message. J'ai vérifié dans les rapports. Plusieurs anciens employés de la Banque royale ont reçu des courriers similaires récemment. Ce n'est pas une coïncidence, Jules. Quelqu'un essaie de nous dire quelque chose. Martin plissa les yeux, toujours dubitatif. Tu penses qu'un des braqueurs est vivant et qu'il joue avec nous? C'est possible, répondit Morel en fixant une carte de Paris épinglée au mur. Et si c'est Delcourt, alors il est plus malin qu'on ne le pensait. Ils décidèrent d'approfondir les recherches, se demandant si ce mystérieux renard, supposé mort, n'avait pas finalement survécu et préparait quelque chose d'encore plus grand. Chapitre 2. Le jeu du renard. Les jours suivants furent marqués par une intensité croissante. Morel, armé de sa détermination et d'une obsession renouvelée, se plongea dans les moindres détails du braquage. Il revisita chaque angle mort de l'enquête, réexamina les déclarations des témoins et traça une chronologie précise des événements.
Mais c'était comme essayer de reconstruire un puzzle avec des pièces manquantes. Cependant, un détail attira son attention, les messages. Ils n'étaient pas seulement des provocations, mais contenaient des indices cachés dans des chiffres et des références cryptiques. Après plusieurs heures de travail, Morel parvint à déchiffrer un schéma récurrent. Chaque message pointait vers un lieu précis de Paris, tous en lien avec des événements du braquage. Regarde ça, dit-il en montrant ses notes à Martin. Ces lieux ne sont pas des coïncidences. Ils marquent des étapes importantes du braquage. C'est comme si Delcourt nous faisait revisiter son parcours. Martin soupira, peu convaincu. Tout ça pour quoi, André? Il est mort, on l'a tous vu se faire tirer dessus. Et si on s'était trompé? Si tout cela n'était qu'une mise en scène? Les deux hommes continuèrent de discuter de cette hypothèse improbable. Morel savait que quelque chose se tramait, mais il lui manquait encore les pièces du puzzle. Il décida alors de suivre une autre piste, les anciens complices de Delcourt. Plusieurs avaient été arrêtés à l'époque, mais faute de preuves, ils avaient été relâchés. L'un d'eux, Marc Giraud, attira particulièrement l'attention de Morel. Depuis sa sortie de prison, Giraud avait mené une vie tranquille, presque effacée. Pourtant, ces derniers mois, ses mouvements étaient devenus étranges. Il fréquentait des lieux liés au braquage et avait été vu en compagnie de personnes peu recommandables. Morel et Martin décidèrent de le placer sous surveillance. Leur patience fut récompensée. Une nuit, Giraud se rendit dans un entrepôt abandonné en périphérie de Paris. Morel, qui le suivait de près, décida qu'il était temps d'intervenir. Il contacta Martin et ensemble, ils se préparèrent à une intervention musclée. Chapitre 3. Course-poursuite. Sous la lumière blafarde des réverbères, l'entrepôt se dressait comme une ombre menaçante. Morel et Martin, accompagnés de quelques agents civils, s'approchèrent prudemment, leurs armes prêtes. Ils savaient que Giraud n'était pas seul. Dès leur entrée, les balles fusèrent. Des hommes armés, probablement les nouveaux complices de Delcourt, les attendaient. Les agents se mirent rapidement à couvert, ripostant tant bien que mal dans ce labyrinthe de containers et de machines abandonnées. C'était un piège! Cria Martin en se glissant derrière une pile de caisses. Morel, toujours alerte malgré son âge, s'accroupit derrière un vieux chariot élévateur et tenta de repérer Giraud dans la confusion. Il aperçut une silhouette familière disparaître par une porte latérale. Sans hésiter, il se lança à sa poursuite, traversant l'entrepôt sous un feu nourri. Le souffle court, il poursuivit l'homme à travers les ruelles sombres et tortueuses, son cœur battant à tout rompre. Après plusieurs minutes d'une course effrénée, il réussit à coincer Giraud dans une impasse. Braquant son arme sur lui, Morel tenta de reprendre son souffle. « Giraud, c'est fini !» L'homme leva lentement les mains en signe de reddition, mais un sourire étrange s'afficha sur son visage. « Vous ne comprenez toujours pas, inspecteur. Vous êtes sur la bonne voie, mais le jeu n'est pas encore terminé. » Morel le regarda, perplexe. Ce n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. Delcourt avait prévu chaque étape. Giraud n'était qu'une diversion, un maillon dans une chaîne de mystères qui continuait de se dérouler. Chapitre 4. La vérité révélée. Au commissariat, l'interrogatoire de Marc Giraud se révéla être un jeu de nerfs. Assis face à Morel et Martin, Giraud gardait son attitude détendue, presque arrogante, comme s'il savait que quelque chose d'inévitable allait se produire, et que ses interrogateurs n'étaient que des spectateurs dans cette vaste mise en scène. Pendant des heures, il refusa de dire quoi que ce soit de pertinent, se contentant de répondre par des phrases vagues et énigmatiques. Morel tentait de garder son calme. « Giraud, tu sais très bien que ça ne va pas bien se passer pour toi si tu ne parles pas. Tu es déjà dans une position difficile. » Giraud le regarda, un sourire en coin. « Vous pensez que c'est moi qui suis en difficulté ici, inspecteur? Vous n'avez rien compris. Vous êtes tous en train de jouer le jeu de Delcourt. Chaque étape, chaque mouvement, il l'a prévu depuis longtemps. » « Delcourt est mort, » répliqua Martin, agacé. « Nous avons retrouvé son sang sur les lieux du braquage. » Giraud éclata de rire. « Le renard est toujours plus malin que ça. Il est vivant, et il est plus proche de vous que vous ne le croyez. Tout ce que vous croyez savoir est faux. » Morel sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Giraud ne semblait pas mentir. Pire encore,
Il paraissait presque soulagé d'être entre les mains de la police, comme s'il était heureux de ne plus participer à ce jeu tordu. Mais il y avait une vérité capitale à découvrir. Thomas Delcourt était vivant. Ce criminel de génie, supposé mort, avait orchestré un plan bien plus grand que le braquage de la Banque royale. Après des heures d'interrogatoire, Giraud finit par céder et révéla un détail crucial. Delcourt préparait un nouveau coup, bien plus audacieux que le précédent. Un cambriolage d'une banque bien plus sécurisée, une cible qu'il avait soigneusement choisie. Les messages envoyés à Morel et aux anciens employés de la Banque royale n'étaient qu'un test, un moyen de brouiller les pistes et de s'assurer que personne ne se concentre sur ce qu'il préparait vraiment. Il n'a jamais cherché à disparaître, déclara Giraud en se penchant en avant, son sourire narquois toujours collé à ses lèvres. Tout cela faisait partie du plan depuis le début. Il voulait que vous le croyiez mort, pour que personne ne le cherche lorsqu'il frapperait à nouveau. Morel se redressa, sa détermination ravivée. Où est-il? Quand compte-t-il frapper? Giraud haussa les épaules. Si je le savais vraiment, je ne serais pas ici avec vous, inspecteur. Mais ce que je sais, c'est que ce sera bientôt et que cette fois-ci, il ne se contentera pas de quelques millions. Il veut faire tomber tout un système. Avec ces nouvelles informations, Morel et Martin réalisèrent que le temps était compté. Ils savaient que Delcourt préparait quelque chose d'énorme, mais ils ignoraient encore les détails. Toutefois, ils ne pouvaient pas se permettre d'attendre. Leurs recherches les menèrent à une découverte surprenante. Delcourt avait utilisé une fausse identité pour s'infiltrer dans une grande banque internationale. Sous une nouvelle apparence, il avait patiemment préparé son nouveau coup de maître. Chapitre 5. Le piège final. Le jour J approchait. Morel et Martin, maintenant accompagnés d'une équipe de la brigade d'intervention spéciale, passèrent en revue chaque détail qu'ils avaient découvert. Delcourt avait tout prévu, mais ils espéraient pouvoir déjouer son plan avant qu'il ne frappe. Ils avaient réussi à identifier la banque ciblée, la Banque européenne de Paris, un établissement financier qui détenait des millions en liquidités et des informations sensibles sur de nombreuses entreprises multinationales. La sécurité de la banque était infaillible en apparence, mais pour un esprit aussi brillant que celui de Delcourt, il s'agissait simplement d'un autre défi. Morel le savait, et il savait aussi que cette fois-ci, Delcourt ne laisserait pas de place à l'erreur. Le jour de l'opération, Morel insista pour être sur le terrain. Il avait une dette à régler avec Delcourt, et il n'allait pas se tenir en retrait. Les rues autour de la Banque européenne furent quadrillées par les forces de l'ordre, sous prétexte d'une opération de maintenance des lignes électriques. À l'intérieur, les employés poursuivaient leur routine quotidienne, ignorant le piège qui se refermait lentement autour d'eux. Les heures passèrent, et le moment fatidique arriva. À 14 heures précises, comme Giraud l'avait laissé entendre, un groupe de faux techniciens fit son entrée dans la salle des coffres de la banque équipée d'outils de haute technologie. Morel, posté dans une camionnette à quelques mètres de là, écoutait la conversation interceptée entre les brailleurs. Ils sont en train de percer le coffre, dit Martin, tendu. C'est Delcourt, j'en suis sûr. Morel acquiesça. Pas encore. Attends le bon moment. Après plusieurs minutes d'angoisse, le signal fut donné. L'unité d'intervention pénétra dans la banque, déjouant les systèmes de sécurité avec une précision millimétrée. Le bruit assourdissant des sirènes résonna dans le hall, surprenant les braqueurs. Ils furent rapidement maîtrisés par les forces de l'ordre. Mais une silhouette manquait à l'appel. Thomas Delcourt. Morel savait que l'homme n'était pas un simple criminel. Il jouait toujours un coup d'avance. Dans la confusion générale, il le vit, debout au milieu du hall, vêtu d'un costume impeccable, regardant l'agitation avec un calme déroutant. Leurs regards se croisèrent, et Delcourt sourit. « Vous avez réussi à me suivre jusqu'ici, inspecteur. Bravo. Mais comme toujours, vous arrivez un peu trop tard. » Morel s'approcha de lui, son arme pointée dans sa direction. « C'est fini, Delcourt, vous êtes pris. » Le renard hocha doucement la tête. « Vous savez ce qui est amusant dans tout ça, inspecteur? Ce n'était jamais vraiment pour l'argent, c'était pour le défi, pour voir si quelqu'un serait capable de me suivre. Et vous l'avez fait, mais pas assez vite. » Morel sentit un frisson le traverser. « Que voulez-vous dire »
Delcourt sourit, ses yeux brillants de malice. Vous croyez vraiment que j'allais me contenter de cette petite opération? Tout ceci n'était qu'une distraction. Le véritable coup se joue ailleurs, pendant que vous êtes tous ici. Il laissa tomber une clé USB sur le sol. Vous comprendrez bientôt. Avant que Morel ne puisse réagir, les agents se précipitèrent sur Delcourt, le menottant. Mais son sourire ne disparut pas. Il avait prévu quelque chose d'encore plus grand. Morel ramassa la clé USB, son cœur battant à tout rompre. Quel était le véritable plan de Delcourt? Alors que Delcourt était emmené, Morel resta immobile, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Il avait résolu une partie du mystère, mais à quel prix? Le renard avait toujours un coup d'avance, et même derrière les barreaux, il semblait orchestrer un dernier mouvement. Dans les jours qui suivirent, Morel comprit enfin. La clé USB contenait des informations sur un réseau international de blanchiment d'argent que Delcourt avait contribué à exposer. En agissant ainsi, il avait non seulement orchestré son propre coup, mais il avait aussi révélé la corruption au sein même du système qu'il prétendait détruire. La justice triompha, mais pour Morel, la victoire avait un goût amer. Le jeu n'avait jamais vraiment pris fin, et il savait, au fond de lui, que Delcourt avait toujours été le maître du plateau.